Éric Thébault, merci d'avoir accepté votre participation à cet observatoire sur le mot égalité. Alors on va apporter un mot qui n'a pas encore été beaucoup traité par l'observatoire et qui me semble assez significatif. Alors ma première question est assez vaste, c'était de savoir à quel endroit la question de l'égalité pourrait intervenir au niveau culturel, tout simplement. Voilà. Vaste question. Je vais tenter d'y répondre. Je vais m'accrocher à ce que je connais. C'est plus simple. La question de l'égalité pour moi en matière culturelle, c'est la question de l'accès, de la pratique, de l'appréhension de la chose culturelle et artistique par les publics dont on a la charge au SAMU, et particulièrement par les familles hébergées à l'hôtel. Voilà comment moi je regarde des choses aujourd'hui quand on se parle. Donc c'est effectivement assez vaste, on s'occupe de 34 000 personnes à l'hôtel, essentiellement des familles, avec beaucoup de mamans seules. Voilà de quoi on parle pour moi quand on parle d'égalité culturelle. Donc quelle offre serait adaptée ou convenable ou qui conviendrait aux personnes hébergées à l'hôtel, quelle structure, quel type d'accueil, quel type d'exposition, quel artiste, on pourrait décliner comme ça. C'est pas très simple, parce qu'il y a la réponse, si on prend la réponse standard ou historique, qui est d'adapter une offre pour les précaires, on va dire. Et en général, on dévalue un peu l'offre. C'est-à-dire qu'elle devient un peu moins qualitative, on regarde moins sur l'investissement, on va dire, et à mon sens, et je pense qu'on est nombreux à penser ça aujourd'hui, c'est plus tellement la bonne voie. On était très souvent dans l'animation culturelle, pour être gentil. Et ça consiste simplement à faire de l'occupationnel. Je pense que on a un certain nombre à se dire que ça, il faut vraiment plus le faire. D'abord parce que c'est pas intéressant pour les gens, pour les hébergés, pour les personnes dont on s'occupe. Et puis c'est pas intéressant non plus pour les professionnels. C'est pas non plus intéressant pour les tutelles qui s'occupent de tout ça. C'est intéressant pour personne cette histoire. Et puis il y a une autre chose qui est arrivée aussi, c'est la question des droits culturels, du respect tout simplement de la diversité des cultures, et où on a un petit peu changé de point de vue, puisque point de vue historique de la démocratisation culturelle, c'était de dire il faut donner la béquée aux gens, il faut leur donner à manger, des bonnes choses à manger, puis il faut qu'ils aient bien tout mangé. Voilà. Donc on voulait leur faire manger de la haute culture, de la culture institutionnelle. Je pense qu'aujourd'hui, là encore, on a un peu bougé, tant mieux. En tout cas, il y a un bouger qui s'opère. Et on se dit que les gens ne sont pas vierges de tout, ont une culture qui est aussi estimable que d'autres. Et puis, on relativise un peu l'idée de la haute culture face à une culture plus pop ou plus subculture, ou comme on voudra. Voilà comment je réfléchis aujourd'hui. C'est-à-dire que c'est ces cadres qui sont en train de bouger. Après, les choses ne sont pas évidentes non plus, parce qu'il ne faut pas avoir de démagogie. Et je pense que pour ne pas avoir de démagogie, il faut rester d'abord très modeste dans l'action culturelle, dans l'action artistique. Il faut tester les choses. Il faut se dire qu'il n'y a pas de recette miracle, il n'y a pas d'idéologie qui fonctionne à tous les coups. Non, je pense qu'il y a une chose qui est très intéressante sur le fait de ne pas dédier les gens à une culture qui serait
leur culture d'origine, c'est-à-dire de proposer, nous on l'a identifié, proposer systématiquement un spectacle sur le voyage sur l'Afrique à des gens d'Afrique subsaharienne. Ce serait aussi ridicule que de proposer un spectacle sur la toxicomanie à des anciens toxicomanes ou des choses comme ça. Exactement. Je pense que c'est aujourd'hui un risque qui nous peut emmener, c'est effectivement la démagogie, ce que vous dites très bien. C'est ces réflexes un peu de proposer du street art à des jeunes de banlieue, un truc africain à un public d'Afrique de l'Ouest. Bon, voilà. Et je pense qu'il faut se remettre, pour éviter tout ça et pour rester très modeste, il faut se remettre vraiment au cœur du travail artistique et culturel et avoir une démarche de projet très humble et que des artistes, des vrais artistes, fassent des vraies propositions qui les touchent et que des professionnels, peut-être des publics hébergés, des publics accueillis, comme on voudra, travaillent avec ces artistes pour essayer de faire se rencontrer un vrai désir, une vraie proposition artistique et culturelle à un public. Et le tout sans démagogie. Et je pense que si on y va petit à petit, on a une chance que tout ça fonctionne. C'est-à-dire qu'on ne lâche rien des deux côtés. Il ne faut pas faire de la culture au rabais, et surtout pas quand on parle au public précaire. Et en même temps, il ne faut pas se dire que tout fonctionne et que tout va aller. Donc voilà, c'est ce travail un peu difficile, très quotidien, je le disais, sans idéologie, sans recette toute faite qu'il faut opérer. Et c'est pas simple pour les grandes institutions qui ne sont pas habituées à faire de la dentelle, qui ont des programmes de développement, qui ont des équipes de développement des publics, qui savent s'adresser à un type de public, un secteur, qui parle aux retraités, qui parle aux comités d'entreprise, qui parle aux écoles du coin, qui sectorisent comme ça et qui ne savent pas trop, qui ont du mal à repenser l'accueil, à repenser les modalités de l'action. Ça, c'est pas facile. Il y a un point très important que vous évoquez qui me semble très récemment identifié, c'est l'idée que, sous couvert d'approche horizontale, à certains moments, c'est-à-dire une approche qui reconnaîtrait la culture de l'autre, on va se dire que tel artiste, il va forcément se passer quelque chose avec les publics, et parfois il ne se passe rien, parce qu'il y a, on a presque envie de dire qu'il y a un degré d'ingénierie différente, et ça vous l'évoquez, et aujourd'hui un certain nombre de chercheurs l'évoquent en parlant des tiers-lieux, et en disant, bon, on sait que le gouvernement va débloquer 110 millions d'euros pour les tiers-lieux, mais en même temps, un des écueils des tiers-lieux, c'est de croire que tout va se faire simplement, tout va fonctionner, etc. Alors que parfois, ce sont deux identités culturelles très très éloignées qui vont se rencontrer. C'est très juste. D'abord sur les tiers-lieux, là pour le coup, il faut vraiment faire attention à la naïveté. Pour les publics les plus précaires, les plus en difficulté sociale, les tiers-lieux, c'est un club très éloigné, très très éloigné pour ce que je connais. Évidemment, il y a une diversité importante, mais pour autant, la culture partagée des tiers-lieux, elle n'est pas forcément en connexion. C'est pas parce qu'on se déclare alternative, de gauche, intéressé par la précarité, qu'on est en connexion en réalité. C'est très difficile, mais je fais la leçon à personne, et je rappelais vraiment la grande humilité dont il faut faire preuve, et moins compris. Hein. Je ne veux pas être donneur de leçons là, mais constater la distance à parcourir, c'est important. Et je pense que certains des camarades qui montent des tiers-lieux et qui les animent n'ont pas constaté cette distance-là. Voilà. Et quelle que soit notre bonne volonté, il faut qu'on reste en alerte là-dessus. Alors au SAMU social, comment vous travaillez aujourd'hui ces questions-là? C'est-à-dire pour creuser un petit peu, comment vous les travaillez? Est-ce qu'il y a des capacités inattendues des publics avec lesquels vous travaillez? Est-ce qu'eux font des propositions? Alors on travaille déjà avec nos échecs. Je suis au SAMU social depuis un peu plus d'1 an, et on m'a dit, on m'a raconté, et j'ai pu voir aussi ce qui fonctionne et ce qui n'a pas fonctionné.
Donc ce qui est important, c'est d'abandonner ce qui ne fonctionne pas, ou en tous les cas d'analyser pourquoi ça ne fonctionne pas. Les publics qu'on héberge à l'hôtel, ils sont, c'est très paradoxal, ils sont extrêmement exigeants. Et contrairement à ce qu'on peut penser, quel que soit le type d'intervention, les gens sont exigeants. C'est pas parce qu'ils ont peu qu'on peut leur apporter n'importe quoi. Et donc, on peut prendre des bides monstrueux avec les publics hébergés à l'hôtel. Parce que les gens, s'ils trouvent ça chiant, tout simplement, si ça ne les intéresse pas, si l'action est mal calibrée, si elle arrive à la mauvaise heure, ça ne fonctionnera pas du tout. Et donc déjà, on procède comme ça. C'est-à-dire qu'il faut rester en alerte en permanence. Ça, c'est rester en alerte sur est-ce qu'on a du public, tout simplement. Est-ce qu'on est suivi. Et puis, seconde chose, nous, on développe, et c'est pas si simple que ça, mais la participation des publics hébergés. Tout simplement, demander leur avis aux gens. Est-ce que ça vous a intéressé ? Est-ce que vous avez envie de revenir? Est-ce que vous avez envie d'autre chose? Voilà, cette porosité-là, c'est un peu basique, hein, ce que je dis, mais c'est comme ça qu'on fonctionne. Voilà. Je pense que c'est central aussi, que ça rejoint le principe d'égalité, c'est de savoir que l'autre va produire un discours sur les œuvres ou sur les propositions artistiques, et que ce discours sera viable, quoi qu'il arrive. C'est aussi la question d'égalité qui est traitée. Comment ça s'articule au niveau de l'accès au droit? Est-ce que la culture a une place? Est-ce qu'elle arrive comme la cerise sur le gâteau? Est-ce que vous arrivez à l'articuler dans vos plaidoyers, au niveau d'une énorme structure comme le SAMU social? C'est pas simple, hein. Faut pas se raconter que ce soit très simple. C'est pas simple aussi parce que les cultures professionnelles ne mettent pas l'accès à la culture ou la pratique culturelle ou la reconnaissance des cultures au centre du travail social. Faut être bien clair, très souvent, si on ne prend pas garde, on est sur la cerise sur le gâteau. La culture, c'est la cerise sur le gâteau. C'est quand on a réglé des problèmes de papier, quand on a réglé les problèmes d'accès au droit à la santé, quand on a réglé tout ça, on fera bien une petite sortie au théâtre, pour le dire comme ça. Et on a la fameuse, on me rappelle régulièrement la pyramide de Maslow, avec la pyramide des besoins, les besoins primaires, et puis tout en haut des besoins, la culture, la haute culture. On lutte contre ça. Et c'est plus facile à faire passer comme message et comme idée avec les enfants. Quand on fait du plaidoyer, de dire, puisque tout le monde en convient assez facilement, qu'un enfant, pour grandir, a besoin de s'épanouir intellectuellement, a besoin de découvrir, a besoin d'être confronté à des esthétiques nouvelles. Ça passe bien. Voilà. Cette idée-là, et c'est comme ça qu'on arrive à raconter une autre histoire. Et l'enfant peut devenir médiateur des parents. Alors ça, on est partagé, parce que c'est vrai, d'abord les enfants parlent bien le français, très rapidement, ils vont à l'école, ils sont intégrés, voilà. Et effectivement, ils sont médiateurs des parents, avec quantité d'organismes sociaux, de préfectures et tout ça. Ils sont traducteurs, des parents parfois. Mais on a aussi l'ambition que les enfants soient remis à leur place d'enfant, c'est-à-dire à une place où on n'est pas obligé de porter de responsabilité, une place où on a le droit d'avoir une pensée magique, où on a le droit de rêver, on a le droit de dire n'importe quoi, on a le droit de ne pas être responsable du lendemain. Et ça, le travail culturel, l'accès aux propositions artistiques, ça nous semble être une bonne voie. Voilà, pour remettre les enfants à leur place d'enfant, dans le jeu, dans le rêve, dans le ludique, voilà, dans le gratuit. Ouais, que c'est peut-être pas être simplement dans un processus d'éducation des enfants, mais savoir qu'ils vont s'approprier un certain nombre de choses et que peu importe. On rejoint vraiment à ce niveau-là le concept de l'égalité selon Rancière, où il dit il s'agit déjà de ne pas se positionner comme apprenant ou appreneur, et qu'on va essayer de dépasser ça sans forcément sombrer dans l'angélisme, hein, parce que voilà, je pense qu'il y a toujours cette idée aussi que l'artiste peut arriver avec un savoir-faire qu'il a envie de transmettre. Après, c'est la façon dont il va le transmettre
qui sera intéressante ou pas. Moi je crois que il faut s'assumer, c'est-à-dire qu'il faut assumer sa place, il ne faut pas mentir. Faut pas raconter que c'est normal d'être un artiste. Non, c'est pas comme ça. Je suis artiste, je défends quelque chose, j'assume de défendre quelque chose, une esthétique particulière, une option, mais c'est une option parmi d'autres. C'est pas l'universel. C'est une option parmi d'autres, mais moi c'est celle que j'ai envie de défendre. Et je trouve que quand on a ce positionnement, ben, on peut être que juste. Parce que voilà, on ne raconte pas une autre histoire. Il y a plein d'autres voies possibles. Et pour les gamins, par exemple, je trouve ça très enthousiasmant parce qu'ils rencontrent quelqu'un à ce moment-là de différent, de très différent de ce qu'ils connaissent. Mais il n'y a pas d'obligation d'achat. C'est-à-dire qu'il y a d'autres esthétiques à rencontrer, il y a d'autres gens, le monde est vaste. Et ça ouvre plutôt un champ plutôt que ça n'enferme d'autres. Si on est très honnête avec notre place, y compris les travailleurs sociaux, hein, je trouve qu'on est plus respectueux. On a eu une réflexion qu'on a menée et ça m'a beaucoup intéressé sur les hôtels sociaux. Qu'est-ce qui manque aujourd'hui en fait? Il y a des manques à pas mal d'endroits. Et quels seraient ces manques pour faire que les choses circulent plus vite, pour faire que... Est-ce qu'il y aurait des idées à voir? Je sais qu'on a parlé des idées à voir sur les hôtels sociaux en l'occurrence. J'en visitais un il y a quelques jours et je voyais qu'au-delà du repas commun, qui est très bien hein, d'ailleurs, que les gens échangent des repas, etc. Mais selon votre point de vue, qu'est-ce qui manquerait, qu'est-ce qu'il faudrait pouvoir inventer? La question des hôtels, c'est difficile parce que c'est un entre-deux de l'hébergement. On est dans l'hébergement massif, et pour autant, à plus d'un titre, ça n'existe pas vraiment. Donc ça veut dire que les publics hébergés à l'hôtel n'existent pas vraiment sur les territoires. Et là, on a un vrai problème de faire exister ces gens hébergés sur les territoires. Alors évidemment, il faut aller vers eux. Là, je parle du point de vue SAMU social de Paris. On est les spécialistes de l'aller vers. On va vers les gens. On installe des bibliothèques, par exemple. On mène des ateliers. On fait des choses. Et c'est important et on va continuer. Mais pour autant, l'horizon pour nous, c'est de faire atterrir les gens sur leur territoire. De faire en sorte qu'ils puissent appréhender leur territoire et avoir le droit au droit commun de tous les habitants du territoire, pouvoir, c'est souvent très facile par exemple avec les bibliothèques, avec les médiathèques, souvent on peut y entrer facilement, on n'a pas besoin d'une carte, on n'a pas besoin ça fonctionne bien. Pour le reste, c'est pas si simple, c'est pour les questions culturelles comme pour les autres. Et donc, trouver des modes d'accueil, des moyens pour que toutes ces personnes puissent accéder à l'ensemble des outils du territoire, ça c'est la grande bagarre en cours. Et ça pose aussi la question des personnes, de la formation des salariés à un certain moment, parce que peut-être qu'un certain nombre de salariés n'imaginent pas une seule seconde que le fait culturel peut intervenir sur la gestion de l'attente des personnes, sur la mise en place d'un commun qui soit partageable, voilà. Mais ça c'est la question de ce que nous on peut appeler les seuils, je trouve. Il y a un certain nombre de seuils qui sont installés par les institutions culturelles, mais par d'autres, mais par les institutions culturelles, puisqu'on en parle, et qui sont des frontières quasiment infranchissables pour pas mal de publics. Et ce que je crois, c'est, il faut faire attention avec les analogies, mais comme quand on met en accessibilité un espace public ou un théâtre, pour les personnes à mobilité réduite, quand on travaille avec les plus précaires, quand on fait attention à leurs besoins, quand on travaille sur l'accueil, quand on retravaille le type d'accueil pour les personnes les plus précaires, moi je pense que c'est confortable pour tous les autres. Ça devient beaucoup plus confortable pour tout le monde. Voilà. Et ça, on aura beau mettre beaucoup de moyens, on aura beau faire des grandes déclarations, si on ne travaille pas sur ces seuils, sur l'ensemble de ces frontières qui empêchent de rentrer, qui vous renvoient le message que c'est pas pour vous, que vous n'êtes pas le bienvenu, ou qu'il faudrait avoir quelque chose que vous n'avez pas. Ça peut être une carte, ça peut être la langue, ça peut être tout ce que vous voulez.
ou la bonne tête parfois, parce que parfois vous êtes fouillé ou pas fouillé. Enfin, tant qu'on ne fait pas tomber ces seuils-là, en fait, on peut discuter très longtemps, on n'y arrivera pas. On n'aura pas, et là on bascule entre l'égalité et la mixité, en tous les cas, on n'aura pas un intérieur des institutions culturelles qui ressemble à l'extérieur. Et au fond, moi, c'est mon seul souhait. C'est qu'une ville où on a des hôtels sociaux, eh ben, l'intérieur des institutions culturelles ressemble pour sa population à la place du marché. Alors ça me semble très intéressant parce que nous on est confrontés de plus en plus à des questions d'interculturalité. Je pense aussi à des publics qui, par exemple, entre un Indien qui est accueilli dans un hôtel social et un Indien qui est touriste et qui vient visiter le musée d'Orsay, par exemple, les deux ont des origines communes et n'ont pas du tout le même statut. Et l'autre arrive sans vouloir stigmatiser qui que ce soit d'ailleurs, la personne qui est en voyage, en villégiature, arrive avec un objectif, c'est de garder des souvenirs, etc. Et l'autre sort dans un cadre social, d'une action collective qui est menée, et n'aura pas le même statut. Et je pense que sur ces seuils-là, il y a sûrement un travail à faire, c'est-à-dire de faire en sorte que les gens n'aient pas l'impression d'être à vue quand ils fréquentent un lieu. Et peut-être aussi comprendre ce que ça peut représenter pour eux, que de voir des personnes de la même communauté mais qui n'ont pas le même statut. C'est difficile. Est-ce qu'il faut avoir un accueil adapté aux personnes précaires? C'est un paradoxe. Ou est-ce qu'il faut faire en sorte que les personnes précaires se sentent bien naturellement? Je citais l'exemple des bibliothèques. Les bibliothèques parisiennes que je connais bien, c'est l'exemple idéal. On n'aurait pas cru dire ça, mais c'est vrai. Dans une bibliothèque parisienne, on pousse la porte, on ne vous demande rien, on ne vous demande pas qui vous êtes, on ne vous demande même pas une carte d'accès. Vous avez besoin d'une carte seulement si vous voulez emprunter des livres. Mais si vous rentrez dans la bibliothèque simplement pour vous mettre au chaud, être assis sur un fauteuil comme nous en ce moment, vous avez le droit, vous en avez marre d'être chez vous, vous êtes à l'hôtel, vous tournez en rond, vous voulez juste voir du monde et être au chaud. Ben vous avez le droit. On ne vous proposera pas une activité spéciale, vous avez le droit, vous êtes là. Puis si vous voulez lire le journal, vous avez le droit aussi, pendant 1 heure, vous avez le droit. Voilà, cette grande ouverture-là, en fait, étrangement, très simple, hein, pour moi c'est un vrai modèle. C'est un vrai modèle d'action. Et que vous soyez indien de passage, voulant consulter les journaux anglophones, ou que vous soyez sans domicile à Paris, quelle que soit votre origine, vous avez votre place. Et ça, c'est un vrai modèle à construire ailleurs. Oui. Pouvoir rentrer aussi très simplement. Faire des lieux culturels, des lieux beaucoup plus ouverts. On ne vous demande pas pourquoi vous êtes là, qu'est-ce que vous venez faire. Moi, j'ai le souvenir d'un grand théâtre national à Paris. J'allais voir un ami jouer une pièce, j'étais invité, tout ça est très inclus, quoi. Puis je pousse la lourde porte du théâtre et la jeune femme qui était à l'accueil, au lieu de ce qu'on pouvait attendre, c'est bonjour, bienvenue, quelque chose comme ça, elle me dit qu'est-ce que vous venez voir? C'est la première parole que j'ai entendue. Moi d'un coup j'étais paniqué parce que je me suis dit mais qu'est-ce que je viens voir en fait? Pourtant voilà. Donc typiquement ça c'est un seuil. Ça c'est un vrai seuil. L'accueil c'est bonjour, bienvenue, vous avez un bar là, vous avez des fauteuils, voilà, ça c'est un accueil. Ou alors pas d'accueil du tout, ce qui est mieux à mon avis qu'un interrogatoire avant d'entrer. Une interpellation, ouais. Voilà. Il faut faire attention à tout ça. Et c'est pour ça que je disais, si on fait attention à changer l'accueil, en fait ce qui bénéficiera au public les plus précaires, ça bénéficiera à tous. Voilà. Ce sera beaucoup plus confortable et sympathique pour tout le monde. C'est d'autant plus vrai que beaucoup de publics lors de formations faites à l'Orangerie ou à Orsay nous ont indiqué qu'ils n'oublieront jamais un sourire qui leur avait été fait et qui était comme dissonant par rapport à la brutalité d'un accueil qui était vécu pas très bien par eux, forcément dans l'urgence des files d'attente, hein, sachant que avant
le plan Vigipirate, les musées avaient un taux de fréquentation énorme, vraiment. Et ils évoquaient cela. Et juste, je voulais, en fait, parce que vous avez évoqué quelque chose qui est important, c'est que quand on vient en touriste, quand on vient tout simplement comme ça, parce qu'on a les codes culturels, tout va bien, on vient individuellement. On a une pratique individuelle. Et très souvent, pour la chose sociale, pour les plus précaires, on a une pratique collective. Et dans notre expérience, on sait que les émotions esthétiques qu'on a pu avoir sont des émotions individuelles. C'est pas, ça ne veut pas dire qu'on n'était pas en groupe, ça ne veut pas dire qu'on n'était pas dans une salle de cinéma, ça ne veut pas dire qu'on n'a pas ressenti quelque chose d'une énergie collective, mais pour autant, ça se vit individuellement. C'est pas une salle de classe. Et donc, ça aussi, dans l'accueil et dans la configuration des dispositifs, faire en sorte que chacun ait une expérience individuelle de la chose culturelle et artistique, c'est très important. Et je pense à la sortie scolaire, sortie au théâtre, sortie obligatoire, on est venu avec le prof, on est obligé d'y aller, tout ça. Bon, il y a une expérience qui est faite au Théâtre Paris-Villette, je crois, de donner aux gamins, je crois, de lycée, des places de théâtre. Et dans l'année, ils doivent aller voir 3 pièces. Mais ils choisissent ce qu'ils vont voir, le jour, et avec qui. Ils ont 2 places à chaque fois. Et là, en fait, eux, ils commencent un parcours, ils choisissent, ils ont le droit de dire ça. Ils construisent leur parcours. Et ils ont le droit de dire ça, j'en ai rien à faire. Ça ne m'intéresse pas. Ça me fait envie. Alors évidemment, c'est un peu quand même volontariste. Ils sont obligés d'y aller, ils sont obligés d'y aller 3 fois. Mais on reprend un peu de liberté là-dedans. Il y a de la pédagogie, il y a des profs derrière, on travaille, mais pour autant, on est dans l'expérience individuelle. Et je pense que quand on est un sujet de l'action sociale, toujours pris en groupe, on fait la queue à la préfecture, on fait la queue au resto du cœur, on fait la queue ceci, la queue cela, on passe son temps à perdre du temps pour essayer d'avoir tel ou tel droit. Le fait d'avoir le droit, d'avoir quelque chose pour soi, que pour soi, c'est vraiment important. Et ça me semble essentiel de laisser choisir pour pouvoir laisser la possibilité de faire en sorte que la première sortie ne sera pas la dernière, parce qu'on aura choisi la sortie en question. Alors, j'ai une question un petit peu plus actuelle, c'est-à-dire est-ce que la question des inégalités croissantes, alors selon certains indicateurs, est-ce qu'elle impacte l'accès aux droits culturels? Vous y avez un peu répondu en disant que finalement, dans une structure sociale, c'est le premier budget qu'on laisse tomber parce que les autres sont prioritaires, mais comment vous voyez un petit peu l'avenir, c'est-à-dire à ce niveau-là, parce que voilà, il y a à la fois une inégalité croissante, en même temps, en tirant un peu le trait, on pourrait parler d'une racialisation des rapports sociaux, avec des conflits interculturels très forts aussi, au sein d'une même communauté, enfin des choses de cet ordre que le grand public ne maîtrise pas forcément. Bon, c'est difficile, hein, tout ce que vous dites, oui. Mais c'est une grosse question, est-ce qu'on peut avoir une vision un peu... Je ne sais pas si je sais répondre de mon point de vue du SAMU social. D'accord. Voilà, je suis pas sûr. Peut-être d'un point de vue individuel. Non, mais ce que je crois, c'est que, ce que je le disais, c'est du côté du social, mais je pense que c'est en cours. Il y a une vraie révolution culturelle à faire. Il faut que les métiers bougent, il faut qu'on pense que le développement personnel, c'est un vilain mot, mais la dimension de rêverie, la dimension de création, la dimension d'émotion esthétique, dans chacun, elle est en fait essentielle dans la construction. Et à la fois respecter les cultures des uns et des autres, et en même temps proposer des choses. Ça fait autant pour l'autonomie, pour l'intégration, voilà, qui peuvent être les grands objectifs des travailleurs sociaux, ça fait autant que d'autres choses qui ont l'air beaucoup plus sérieuses en fait. Donc ça, de ce côté-là, je pense qu'il faut bouger, et c'est en train de bouger. De l'autre côté culturel, on va dire, du côté ministère de la Culture,
et d'autres, hein, il n'y a pas que l'État dans cette affaire. Là aussi, il faut opérer un bouger. Il faut pas, il faut arrêter de faire des choses pour mettre dans le rapport d'activité. C'est-à-dire que travailler avec les précaires, avec les plus pauvres, avec ceux qui n'ont pas pu avoir accès à une scolarité très aboutie, c'est pas juste cocher une case en fait. C'est là encore changer radicalement ses façons de faire. Voilà ce que je... Ouais, c'est sortir un petit peu aussi de la dictature de l'évaluation. C'est-à-dire des... Ça, quand je parlais d'expérimentation, nous, on a un peu le luxe de pas, comme ces sujets ne sont pas financés par les tutelles et qu'ils sont financés par du mécénat, par du privé, et qu'on est dans un rapport de confiance avec ces différents financeurs, on n'a pas d'obligation de résultats chiffrés. On a l'obligation que les expérimentations fonctionnent, qu'elles puissent être dupliquées, d'y travailler en tout cas. Mais effectivement, personne ne m'a jamais demandé un ratio de rentabilité. Voilà. Et je pense que les grandes institutions, elles n'ont pas les grandes institutions culturelles n'ont pas forcément cette liberté-là. Mais il ne faut pas opposer la réussite, disons, populaire à l'exigence. Bien sûr. On a des exemples de choses qui fonctionnent bien, qui sont extrêmement ouvertes et qui sont très populaires. On a les deux, c'est-à-dire qu'on a aussi constaté que certains publics d'Afrique subsaharienne retrouvaient dans le no japonais le cérémonial, là où un public beaucoup plus aguerri allait s'ennuyer parce qu'il ne voyait pas tous les micro-événements que voyait quelqu'un qui pratiquait des rituels quotidiennement. Il y a des capacités aussi des publics qui sont de l'ordre de l'esthétique aussi. Et ce que j'entends, c'est qu'il ne faut pas que le projet culturel soit une excuse à la médiocrité parce qu'on va proposer un projet facile. Et qu'est-ce que ça voudra dire facile, sachant que certains publics peuvent, et ça j'en ai fait l'expérience, aimer un spectacle de Claude Régis où il se passera peu de choses, mais ils vont... Parfois même très peu de choses. Très peu de choses, voilà, chez Régis, et ils vont percevoir exactement la motivation de Régis, c'est-à-dire d'être en lien direct avec le texte, de créer une sorte de perception comme ça un peu océanique de la voix, et que ça va les toucher. Et c'est surprenant, c'est vrai qu'on a beaucoup de surprises à ce niveau-là de public qui, selon un discours sociologique, serait jugé comme dissonant, alors que quand c'est récurrent comme ça, on se dit ben, c'est pas si dissonant finalement qu'un enfant s'intéresse à de la musique sérielle alors qu'il n'est pas né dans un milieu musical ou des choses comme ça. C'est justement, ça relève de l'émotion et ça relève de la curiosité et parfois même de l'identité, c'est-à-dire de revendiquer d'avoir une pratique qui n'est pas connue de tous. Voilà. J'avais une question qui m'est venue là à l'esprit parce que j'ai pensé à une dame avec laquelle on a travaillé, qui travaillait régulièrement avec le SAMU social et qui malheureusement est décédée, qui s'appelle Michel Chang, et qui travaillait et qui nous avait dit quand même il faut prendre en compte que quelqu'un dont la jambe est totalement nécrosée, quelqu'un qui est dans un état d'une mobilité extrêmement précaire, je ne peux absolument pas lui proposer de venir au Louvre demain facilement. Et à ce moment-là, il va falloir faire venir l'artiste, capter les instants de disponibilité de ces personnes-là. Et c'est ça dont, à mon avis, ça fait partie d'un des seuils, c'est-à-dire de prendre conscience aussi que certaines personnes sont dans un état physique très difficile, très pénible. Alors, quelles sont les idées par rapport à ça? Est-ce qu'on fait venir les artistes dans la structure? Et aussi, je me dis, c'est pas non plus évident de proposer à quelqu'un qui est dans une douleur permanente une sortie culturelle. Enfin, moi, personnellement, il y a des soirs où je n'ai pas envie de sortir parce que je viens d'apprendre le décès d'un proche ou des choses comme ça. C'est vrai, moi, là, dans la conversation qu'on a eue, j'étais très focalisé sur la question des familles parce que c'est le gros des personnes qu'on héberge. Si on pense aux hommes isolés qui peuvent être très malades physiquement, vous disiez, avec des gens très abîmés, psychologiquement aussi, avec
des addictions depuis des années et des années. Là pour le coup il faut être encore un peu plus modeste, non pas dans les ambitions, mais je veux dire il faut avoir un peu d'humilité dans ce qu'on fait et vraiment tester les choses. Effectivement l'aller vers, c'est la bonne démarche. Après l'aller vers, oui il faut aller vers, mais j'ai en tête un exemple d'une résidence d'un écrivain qui n'a pas fonctionné du tout. Parce que l'écrivain s'étonnait que les gens ne soient pas au point en orthographe, quoi. Voilà. Donc voilà, il faut être. C'est 1000 détails à régler, mais c'est vrai que quand on souffre dans son corps, dans sa tête, oui, on a sans doute besoin de moments de réconfort, de rêverie, mais il faut pouvoir trouver le point de passage, quoi, le point d'accès aux gens. J'ai souvenir d'une rencontre à l'Armée du Salut où un duo de clowns anglais avait bien senti que les personnes de l'Armée du Salut étaient salariées, hein, pour certains travaillaient dans le bâtiment, étaient épuisées, n'avaient pas donc de lieu de vie si ce n'est ce refuge, et avaient décidé d'intervenir 10 minutes sur une histoire du cirque en 10 minutes, en se disant on a senti ça, comme ça, on a senti qu'on ne pouvait pas aller, ils étaient en train de manger, qu'on ne pouvait pas aller au-delà, et que peut-être il faut imaginer des choses très brèves, très réduites dans le temps. C'est pour ça que je reviens sur l'humilité, la modestie, l'expérimentation. Il faut pouvoir bouger, quoi. Il faut pouvoir dire à un artiste, et là encore, il ne faut pas être sur des ratios, il faut pouvoir lui dire, mais t'es venu 10 minutes, mais c'est pas grave. Si ça se trouve, ces 10 minutes-là, elles vont rester, elles vont vivre dans la tête des gens, elles vont faire du bien. Et c'est essentiel. Voilà. Il faut pouvoir se le dire, l'assumer très tranquillement. Alors, il y avait une dernière question, c'est... j'ai retrouvé ça de Rancière: qui enseigne sans émanciper abruti, et qui émancipe n'a pas à se préoccuper de ce que l'émancipé doit apprendre. Il apprendra ce qu'il voudra, rien peut-être. Il saura qu'il peut apprendre parce que la même intelligence est à l'œuvre dans toutes les productions de l'art humain, qu'un homme peut toujours comprendre la parole d'un autre homme. Je trouve que le principe d'égalité... C'est vrai, voilà. C'est vrai, et en même temps, on ne peut pas faire fi de la sociologie. On ne peut pas se dire, Rancière, il a un point de vue, là encore, à mon avis, il devrait avoir un point de vue situé. C'est un peu difficile de discuter de Rancière, et j'ai un peu honte, mais quand même. S'il disait, je suis professeur d'université, je suis un héritier culturel, et je m'exprime ainsi, peut-être que ce serait plus juste. Voilà. Et je pense qu'il a un point de vue situé qui est très juste, qui est très pour nous, qui est très vivifiant en fait. Il nous oblige à nous repositionner, à repenser, à respecter, à écouter. Mais pour autant, je disais pas de démagogie, les codes socio-culturels, on ne peut pas les balayer comme ça. Parce que les gamins qui sont hébergés à l'hôtel, ils vivent dans un monde très concret. Et moi, j'ai pas envie de me dire, bon, ils trouveront bien ce qu'ils veulent. C'est vrai, mais en même temps, on sait qu'avoir une scolarité correcte et suivie, c'est la seule voie possible pour avoir une vie autonome. Par exemple, il ne faut pas se raconter d'histoire. On ne peut pas avoir un gamin qui est élevé comme ça, tout seul dans les bois, et puis qui ira bien. Non, c'est pas vrai. Qui trouvera bien sa voie, ce qui l'intéresse. C'est pas vrai. Et d'un point de vue culturel, ça peut être un peu plus vrai, mais il faut ouvrir des portes, ou les pousser, ou montrer qu'on a le droit de les pousser. Donc c'est peut-être ça notre responsabilité. C'est pour ça que... je comprends tout à fait, oui. D'autant plus qu'il peut y avoir dans des zones dites défavorisées ou déclassées ou des zones périurbaines des modes de distinction très forts, très développés, identitairement très forts, et qui vont nier la culture officielle totalement.
en puisant un intérêt très très fort à dire ben, j'ai une culture parcellaire qui n'est pas reconnue par le grand public, etc. Et j'en tire un avantage aussi. Un des écueils, ce serait de dire que parmi les défavorisés, il n'y aurait pas non plus la mise en place de hiérarchie aussi. Bien sûr, évidemment. Au sein des défavorisés eux-mêmes. Et ce serait leur refuser cela aussi. Ça serait considéré qu'on leur refuserait ça. Mais c'était intéressant de la confronter par rapport à un regard justement de quelqu'un de terrain, parce que je trouve que on se rend compte que cette parole qui peut être on a le droit à des utopies, c'est-à-dire qu'il peut être un objectif. Bien sûr. Qui va changer qui n'est pas quelque chose à illustrer dans le quotidien, mais qui peut changer qui peut être un objectif. Pour moi, c'est un horizon. C'est un horizon. Évidemment, voilà. C'est ce que je voulais dire plutôt. C'est un horizon. Mais voilà, juste, je pense que ça fonctionne bien quand on s'assume à la place qui est la nôtre et quand on la décrit. Et on ne peut pas mentir à partir de là. Et on ne peut pas avoir le risque, hein, on tourne un peu autour de ça, mais le risque c'est de dire j'ai un point de vue universel, j'ai la culture universelle. Ma culture, ça doit être la culture de tout le monde. Bien sûr. On vient de là. Là, il faut avoir la culture classique, en musique, en littérature, et il faut connaître ce qu'il y avait dans la guerre des Michards, et sinon tout le reste c'est de la sous-culture, enfin toutes ces choses-là qui ont construit la culture des dernières décennies. Évidemment, on n'en veut plus. Voilà. Pour autant, est-ce qu'on se raconte que les gens qui ont le pouvoir, par exemple, y compris dans les institutions culturelles aujourd'hui, est-ce qu'ils ne connaissent pas, en gros, tous les auteurs du La guerre des Michards? Bah si, c'est ça. Voilà. Donc c'est de repenser les choses, de réouvrir le jeu, mais sans naïveté. Voilà. Bien sûr, en plus on a eu une réflexion qu'on a menée comme ça entre relativisme culturel et universalisme culturel. Le danger du relativisme qui est de bonne volonté, qui dirait bon bah une culture qui relèverait des loisirs est quand même intéressante parce qu'elle crée de la complexité, mais survaloriser cela aussi, ça pourrait être un écueil, ou l'universalisme culturel qui impose des critères sous couvert de liberté et qui les imposerait très clairement. Le problème de l'universalisme culturel, c'est qu'il ment. Mais comme tout universalisme, il ment. Il dit « je suis universel ». Et donc, suivez-moi, en gros. Et l'universaliste dit à tout un tas de gens, en fait, vous avez du chemin à faire pour arriver à l'universel. C'est ça le problème. Sinon, bien sûr qu'on peut se dire qu'on partage des choses, qu'il y a des points de connexion chez tous les hommes et les femmes, évidemment. Enfin, moi je continue, je dis évidemment. Je continue de penser qu'il faut travailler avec ça, mais sans mensonge. C'est-à-dire que ma culture n'est pas universelle. Celle que je me suis construite, mon parcours culturel n'est pas universel, c'est humain. Dernier constat qui est moins une question qu'un constat, est-ce à dire que finalement, pour pouvoir parler d'égalité aujourd'hui, il faudrait quand même acquérir un minimum de codes communs, permettre aux gens d'avoir un minimum d'éléments communs pour pouvoir justement parler d'égalité à un moment. Là, c'est le point de vue SAMU social et hébergeur de beaucoup d'enfants. Ça tombe bien parce que ça continue, contrairement à ce qu'on dit, l'école continue de rester le point central dans la vie des enfants hébergés et dans l'espoir des parents. Et ce point commun, ce socle commun, pour moi, c'est l'école. Voilà. Et c'est l'école, évidemment, dont la maîtrise de la langue, la maîtrise des quelques outils intellectuels communs, partagés, mais c'est aussi l'école républicaine où on croise des gens qui ne nous ressemblent pas, des gens qui n'ont pas les mêmes cultures, et on travaille ensemble, on peut être sur des projets ensemble, on peut faire des sorties ensemble. Cette école-là, elle est centrale. Voilà. Et c'est vrai que travailler avec des gens qui ne sont pas passés par cette histoire-là, c'est plus difficile. C'est beaucoup plus difficile. Tout ce qu'on peut faire avec les enfants, évidemment, c'est plus facile pour nous, les enfants hébergés, qu'avec leurs parents. Voilà, tout simplement. Eric Thébault, merci beaucoup. Merci pour avoir accepté de répondre au mot égalité. Et puis,